Autrefois, le monde était inorganique. Progressivement, une multitude d'éléments infimes ont interagi les uns avec les autres, se sont associés avant de se défaire pour se recomposer à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un système subsiste. C'est ainsi qu'est née la vie. Si la vie a perduré finalement, c'est parce que son essence est de se multiplier, s'adapter sans relâche, se développer et se propager. Seulement, lorsqu'il y a vie, il y a mort. Mais le propre de la vie, c'est justement de subsister. La mort va à l'encontre de cet objectif essentiel et c'est pour cette raison que les êtres vivants ont peur. Ils ont peur de mourir et ils ont peur de perdre leurs proches. En chaque être vivant, il y a cette vie qui ne demande qu'à subsister. Un jour, une jeune esclave à qui on avait tout arraché avait peur. Elle avait peur parce qu'elle faisait face à cette mort qui la guettait depuis sa naissance. Alors que rien ne l'accrochait à la vie, elle avait peur de mourir. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'en cette jeune fille, il y avait autre chose que l'envie de survivre. Il y avait un rêve d'amour et de liberté. Une envie irrépressible qui l'a poussée à libérer les cochons ce jour-là. Étant née dans ce monde, cette jeune fille rêvait de liberté. Elle avait peur de mourir et pour cette raison, elle a donné naissance à un corps plus puissant. Un corps gigantesque et impérissable. Elle s'est réfugiée dans un monde où la mort n'existe pas. Mais malgré sa nouvelle puissance, la jeune fille n'était pas libérée. Et cette même partie d'elle qui l'a poussée à libérer les cochons, enfermée comme du bétail, ne le supportait pas. Cette partie d'elle s'appelait la liberté. Une graine qui a mis 2000 ans à germer pour finalement venir la sauver. Et cette liberté insatiable qui ne supportait pas d'être enfermée s'appelait Eren Yeager.どれだけ先かわからないが、俺はこの人たちを皆殺しにする。家も人も動物も人生も夢も。死ぬべきは俺たちエルディア人なんじゃないのか。納得できない。ごめんごめんごめんごめんごめんごめんなさい。 Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de l'attaque des titans. Ah, ça m'avait manqué de dire ça les gars. Sachez que si cette chaîne existe, c'est grâce à l'œuvre grandiose qu'est l'attaque des titans. Ma première vidéo, c'était la review du chapitre 138. J'avais 0 abonnés à cette époque. Aujourd'hui, on est 50 000. Vraiment, je trouve ça fou. On dit vraiment adieu à une œuvre extraordinaire. Je vais vous exprimer dans cette vidéo mon interprétation de la fin qui a fait beaucoup parler. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Pour moi, l'attaque des titans reste une œuvre parfaitement écrite du début à la fin avec un très beau message qui conclut l'intrigue de manière douce et amère comme l'avait annoncé Isayama. Eren est un personnage très intéressant qui a été victime de son destin dès l'instant de sa naissance. Tout ce qu'il voulait, c'est que ses amis vivent longtemps et heureux après lui. Eren, dans cette œuvre, a été élevé au statut de concept car il incarne la liberté dans le récit d'Isayama. Même s'il n'a pas pu atteindre son objectif, Eren reste un personnage extrêmement réaliste qui marque du génie de l'écriture d'Isayama. Les rajouts dans l'épisode par rapport au manga, dans sa conversation avec Armin, le prouvent et je vais tout vous expliquer. Il a libéré Ymir Fritz, l'esclave par excellence, soumise par sa condition et son amour pour le roi Fritz. Mikasa était l'élément indispensable pour la libération d'Ymir car elle est celle qui a tué celui qu'elle aime sans être esclave de son amour. Vraiment cet épisode était fou à plein de niveaux, il y a trop de choses à dire et à expliquer, donc installez-vous tranquillement et on y va. Je serai en live tout à l'heure pour le regarder avec vous. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Avant de commencer, je voulais vous parler de l'application Dailyview qui sponsorise cette vidéo. Dailyview, c'est une application spécialisée dans la lecture en ligne de comics et d'histoires digitales. Et oui, vous pouvez lire les histoires sur téléphone ou tablette. L'interface est super simple d'utilisation et les créateurs peuvent directement postuler pour publier leurs histoires. Il y a un large éventail d'histoires pour satisfaire tous les goûts. Personnellement, j'ai passé le week-end à lire Zombie Diary. C'est l'histoire d'un jeune zombie qui se réveille dans une zone de quarantaine
quarantaine, entouré d'autres zombies qui ont perdu leur conscience. Lui a la particularité d'avoir conservé la sienne, mais il n'a aucun souvenir de sa vie humaine. Cette histoire est assez originale et j'ai adoré l'expérience de voir le monde à travers les yeux d'un zombie, ce qui est assez rare. Le protagoniste mène une vie paisible dans sa zone de quarantaine jusqu'au jour où un chasseur mystérieux qu'il surnomme Chapeau Rouge s'infiltre dans la zone avec l'intention de tuer tous les zombies. Avec l'aide de nouveaux alliés, il se lance dans un voyage pour échapper au danger et finalement s'évader de la zone de quarantaine. Honnêtement, l'histoire est top, pleine de rebondissements. Je veux pas trop vous spoiler, mais les personnages sont très intéressants et très atypiques. Vous pouvez retrouver cette histoire ainsi que de nombreux autres sur Deliveroo. L'application est disponible en téléchargement sur le Google Play Store et sur l'App Store. Un énorme avantage est que vous pouvez lire plusieurs chapitres gratuitement avant de décider d'acheter le livre. De plus, il y a actuellement 50% de réduction, alors foncez sur le lien en description. Bon, si tu veux tout comprendre sur la fin du monde cruel mais très beau de l'attaque des titans, tu es sur la bonne vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. L'épisode démarre avec cette question qu'Armin pose à Eren. Dis-moi Eren, est-ce que tu crois être libre actuellement? Rappelez-vous que durant la confrontation entre Armin et Eren, la seule phrase qui avait réellement réussi à le déstabiliser était celle-ci. Armin le traitait d'esclave. Mais finalement, est-ce qu'Eren est libre? Eh bien, nous répondrons à cette question d'ici la fin de la vidéo. L'objectif d'Eren était de libérer le monde du joug des titans et de permettre à ses amis de vivre longtemps et heureux après lui. Pour faire cela, il fallait qu'il libère Ymir, la grande ancêtre. Et la libération d'Ymir a bel et bien eu lieu à la fin de cet épisode. Mais comment s'est déroulée cette libération? Eh bien, la libération d'Ymir s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, Eren devait la libérer de sa condition d'esclave et c'est ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais dans cet épisode, nous découvrons qu'autre chose rendait Ymir prisonnière du roi Fritz. Autre chose que sa condition d'esclave. Eh bien, Ymir était amoureuse du roi Fritz. Elle devait également être libérée de son amour pour le roi. Et cette deuxième étape, un seul personnage pouvait la réaliser. Un personnage auquel Ymir pourrait s'identifier pour se libérer de son amour pour le roi Fritz par procuration. Et ce personnage n'est autre que Mikasa Ackerman. Vous devez sans doute vous demander comment Mikasa a pu libérer Ymir. Armin demandait pourquoi Mikasa était la seule personne qui pouvait permettre à Ymir d'être libéré. Eh bien, je vais tout vous expliquer. Durant l'épisode, Ymir et Mikasa ont une conversation. On apprend qu'Ymir était celle qui regardait le monde au travers des yeux de Mikasa, d'où les maux de tête qu'elle éprouvait. Et oui, on a enfin l'explication derrière les maux de tête de Mikasa. C'était Ymir qui s'introduisait dans sa tête depuis tout ce temps. Le parallèle entre Ymir et Mikasa se trouve d'abord dans les origines de cette dernière. Mikasa comme Ymir ont toutes les deux subi la perte de leur foyer. Elles ont toutes les deux été spectatrices du meurtre de leurs parents respectifs alors qu'elles étaient simplement des jeunes filles innocentes. Elles ont ensuite été enlevées pour devenir esclaves. Ymir est devenue esclave, on lui a coupé la langue et elle n'a rien pu faire face à cela. Seulement concernant Mikasa, son destin a été tout à fait différent. Et ce grâce à une seule personne qui incarne la liberté dans l'œuvre d'Isayama, Eren Yeager. Eren a sauvé Mikasa, il lui a donné envie de se battre et il lui a enroulé son écharpe autour de son cou. Ymir de son côté n'a pas eu cette chance. Elle est restée esclave pendant plus de 2000 ans. On comprend bien le parallèle entre Ymir et Mikasa. Si Mikasa n'avait pas été sauvée par Eren à ce moment-là, elle aurait probablement fini comme Ymir. Le parallèle entre ces deux personnages ne s'arrête pas là parce que l'amour qu'éprouvaient ces deux jeunes filles était dans un sens le même. Mikasa a toujours voulu protéger Eren. Elle était prête à perdre la vie pour lui et tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est être à ses côtés. Même après qu'Eren lui ait dit qu'il la détestait, c'était plus fort qu'elle de le protéger. Mikasa a toujours été plus forte qu'Eren physiquement. Pourtant, ça ne l'empêchait pas de perdre ses moyens quand il était impliqué. Devant ses ennemis, c'était une adversaire redoutable, extrêmement puissante, mais devant Eren, elle apparaissait vulnérable et impuissante. Ymir Fritz était amoureuse du roi Fritz. Cet homme lui avait tout pris, mais elle l'aimait. Tout comme Mikasa, même en étant plus forte que lui, devant lui, elle apparaissait vulnérable et impuissante. Elle alla jusqu'à le protéger d'une attaque surprise. Même après avoir obtenu un pouvoir titanesque, après être devenue la créature la plus puissante de l'humanité, elle restait son esclave. Pendant 2000 ans, elle a perpétué sa volonté. Mais l'amour que Mikasa éprouve envers Eren et l'amour qu'Ymir éprouve envers le roi restent quand même à distinguer. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi
Mikasa remerciait constamment Eren d'avoir enroulé cette écharpe autour de son cou. Et bien cette écharpe symbolise la différence entre Mikasa et Ymir. Cette écharpe, c'est Eren. Grâce à Eren, Mikasa n'est pas Ymir, elle est celle qui est libre. Si Ymir est le personnage le moins libre de l'histoire, cette écharpe fait de Mikasa le plus libre de l'histoire. L'écharpe est ce qui motive Mikasa à continuer de vivre, lui rappelant sa liberté. Lors de l'épisode 7 de la saison 1, lorsque Mikasa pensait qu'Eren était mort et qu'elle souhaitait mourir, ce qui l'a maintenu en vie, c'est les paroles d'Eren. Eren lui a appris comment vivre sa vie en étant libre et en continuant d'avancer. Ymir parallèlement se voit offrir la semence du roi Fritz qui ne l'emprisonne que davantage. Elle est contrainte d'enfanter sans son consentement, l'enfermant davantage dans sa condition d'esclave. Les deux personnages sont vraiment deux faces d'une même pièce, ce qui a réuni toutes les conditions pour que Mikasa soit la seule en réalité qui puisse libérer Ymir. Ainsi, par tous ces éléments, le parallèle entre Mikasa et Ymir est très clair. Et c'est pour cette raison qu'Ymir communiquait avec Mikasa. Elle était la seule qui pouvait lui permettre de se libérer par procuration. Pendant tout ce temps, Ymir attendait Mikasa. Mais pour qu'Ymir soit libéré, il fallait qu'Eren devienne ce monstre. Ce monstre que Mikasa serait contrainte de tuer pour sauver le monde. Il fallait que Mikasa, malgré son amour pour Eren, puisse se libérer et lui ôter la vie. Voilà le destin tragique qui s'est écrit au moment même de cette scène, les amis. À chaque fois que Mikasa avait des maux de tête, c'est juste que ce moment fatidique arrivait. Eren s'éloignait d'elle et elle savait inconsciemment qu'elle ne pourrait pas le sauver. Mikasa avait ses maux de tête lorsqu'Eren s'éloignait d'elle ou lorsqu'elle sentait qu'elle perdait un membre de sa famille. Elle savait inconsciemment que la mort survolait la tête d'Eren, et ce, depuis l'instant où elle l'a rencontré. Eren, de son côté, savait qu'il devait arriver au moment du choix de Mikasa. Il a donc continué à avancer dans le but de voir ce que Mikasa déciderait. Eren savait simplement que du choix de Mikasa résultait la fin du joug des titans. Et s'il n'a pas pu voir dans ses souvenirs du futur ce que Mikasa déciderait, c'est parce que la dernière chose qu'il a vue, c'est ça. Eren n'a pas vu sa mort, il avait juste l'impression d'avoir fait un long rêve. En prenant la décision de trancher la tête d'Eren, Mikasa a par procuration libéré Ymir de son amour pour le roi Fritz. Dès le début de l'épisode, on découvre qu'en réalité, c'est bel et bien Ymir qui avait libéré les cochons. Et oui, Ymir était bel et bien coupable. Rappelez-vous que durant son flashback, on découvre que c'est ce crime qui lui a valu d'être pourchassé par les hommes du roi Fritz. Mais pourquoi Ymir a libéré les cochons? Eh bien, grâce à cet épisode, on comprend d'après moi les réelles motivations du personnage. Ymir est la grande ancêtre de tous les Eldiens. Pour moi, grâce au développement de tous les autres personnages, on peut facilement la comprendre. Ymir était une esclave, une jeune fille à qui on avait tout pris. Le roi Fritz avait détruit son village, tué ses parents et lui avait arraché la langue. Mais malgré cette cruauté du monde, Ymir continuait de rêver. Elle continuait d'observer le monde qui l'entoure. Elle observait sa cruauté, mais aussi sa beauté. Le monde est cruel, mais il est aussi très beau. Cette idéologie incarne parfaitement le personnage d'Armin qui continue de rêver malgré la cruauté du monde des titans. En Ymir, il y avait un désir de liberté. Aussi petit soit-il, il existait. Et il voulait simplement s'exprimer. Et pour moi, ce désir de liberté était en fait déjà Eren. Pour moi, Eren Yeager, dès cette époque, existait déjà en Ymir. Je pense cela parce qu'Eren se demandait quand est-ce que ça a commencé. Il évoque sa naissance, puis il pense au moment où les cochons ont été libérés. Dès cet instant où Ymir a fait ce choix de libérer ses cochons, le destin d'Eren était lancé. À l'image de Grisha qui avait fait le choix de quitter le camp avec sa petite sœur. Ce drame, c'est elle qui l'a provoqué. Lorsqu'Eren se demande quand est-ce que tout a commencé, il affirme que tout reste à venir. Comme vous le savez, Eren est le titan assaillant et le titan assaillant est Eren. Si le titan assaillant a toujours poursuivi la liberté depuis la nuit des temps, c'est parce qu'il suivait la volonté d'Eren Yeager qui guidait tous ses prédécesseurs en leur montrant ses souvenirs du futur. Mais Eren a aussi possédé le titan originel. Il expliquait à Armin qu'à partir du moment où il a possédé le titan originel, il n'y avait pour lui plus de futur, plus de présent, ni de passé. Tout se déroulait en même temps. Cette information
décision est extrêmement importante car pour moi elle permet désormais de comprendre plusieurs comportements d'Eren depuis le début du manga. Lors de la saison 3, Eren avait annoncé la fin du manga, déclarant qu'Armin serait celui qui sauverait l'humanité. Eren a eu à plusieurs reprises des comportements qu'on ne comprenait pas sur le moment, mais désormais avec cette information, les comportements d'Eren tout au long du manga peuvent être interprétés différemment. Mais je reviendrai sur cette idée plus tard dans la vidéo. Ainsi en Ymir, il y avait déjà Eren qui l'a poussé à se libérer. Et lorsque les titans ont été créés, il a fallu 2000 ans pour que le titan assaillant arrive à elle. Eren Yeager avait enfin retrouvé Ymir pour qu'elle ait ce que Mikasa a eu la chance d'avoir. Il l'a aidé à être libre. Le premier épisode s'appelait À toi, 2000 ans plus tard, et c'était déjà Ymir qui communiquait avec Eren. Sig disait qu'Eren a su comprendre Ymir contrairement à lui, et voilà la raison. Il a libéré Ymir de sa condition d'esclave. Lors de l'épisode 2, Eren grinçait des dents devant la cruauté de ce monde, et désormais, c'est au tour d'Ymir de grincer des dents 2000 ans plus tard. Bon, parlons un peu de la fin de ce combat final qui avait pour but de finalement faire des Eldiens des héros et de sauver le monde du joug des titans. Déjà il faut dire que l'affrontement était fabuleux, l'animation était folle et les OST étaient parfaitement choisis. Franchement je me suis régalé, c'est beau de voir ces anciens ennemis désormais combattre ensemble. Jean et Pieck qui se soucient désormais du sort de l'un et l'autre et Mikasa et Annie qui combattent maintenant ensemble. On avait eu un foreshadowing de cette situation dès la saison 1 du manga. Ce n'est que devant un ennemi commun que des ennemis peuvent devenir alliés. Dans cet épisode, l'espoir pour sauver l'humanité se forme autour d'Armin. J'ai adoré la scène où Armin fait face à lui-même. Depuis qu'il avait survécu à la place d'Erwin, Armin se sent perdu et a toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Lors de cette scène, le personnage exprime tout ce qu'il gardait depuis le début de la saison 4. Armin rencontre Sig dans le chemin et réussit à lui redonner goût au combat. Sig demande à Armin pourquoi combattre si les hommes sont finalement voués à mourir. Les hommes sont poussés par le désir de se multiplier et c'est pour cette raison qu'il lutte pour rester en vie. Mais à quoi bon? Et à cette question, Armin répond que la vie vaut la peine d'être vécue pour les moments ordinaires. Comme je vous l'avais dit, dans l'attaque des titans, le monde est cruel, mais il est aussi très beau. C'est vraiment le leitmotiv de l'œuvre d'Isayama. Certes, il y a énormément d'atrocités, mais parfois, rien que lancer une balle et la rattraper peut être une activité qui vaut la peine de vivre. Mikasa dira à Ymir que son amour a causé énormément de dégâts, mais qu'il est la raison de sa venue au monde. Et pour cette raison, elle ne regrette rien. Grâce à son idéologie, Armin a pu rallier à sa cause les anciens détenteurs de titans primordiaux. Armin est celui qui incarne l'espoir pour l'humanité. Parlons de la suite, pour l'humanité d'ailleurs. À la fin de l'épisode, nous voyons ce qu'il se passe plusieurs années après. Paradis semble être reconstruit et semble avoir rattrapé son retard technologique face au monde. Mikasa, Armin et tous les autres personnages semblent avoir vécu heureux et longtemps. Ils ont vécu en paix et sans guerre parce que 80% de la population mondiale a été anéantie par le grand terrassement. Mais nous découvrons que quelques siècles plus tard, il semblerait que la guerre a de nouveau frappé Paradis. La guerre a repris une fois que le monde s'est remis des dégâts du grand terrassement et l'île où nos protagonistes ont grandi semble avoir été détruite. La nature a repris le dessus et l'île semble désormais inhabitée. Mais dans ce contexte, un jeune garçon explore les environs avec son chien. Ce jeune garçon possède une écharpe rouge et semble être un descendant de Mikasa. Il tombe sur l'arbre dans lequel Eren avait l'habitude de faire la sieste. L'arbre au pied duquel Eren a été enterré. L'arbre a grandi et il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'arbre où se trouvait le pouvoir des titans. Est-ce que ça veut dire que le sacrifice d'Eren était finalement vain? Le pouvoir des titans existe-t-il toujours? Eh bien les amis, par cette fin, Isayama appuie vraiment son réalisme. Le monde de l'attaque des titans est beau, mais en même temps, il est cruel. Les hommes, tant qu'ils existent, continueront de se faire la guerre. Et tant qu'il y aura des individus voulant sortir de leur cage, tant qu'il y aura des individus prêts à se battre pour leur liberté, ce cycle ne disparaîtra jamais. Je trouve cette fin très intéressante et très réaliste finalement. Armin n'aura réussi à maintenir la paix que pour un instant et pareil pour Eren. Cette idée est très explicitée par la dernière conversation entre Armin et Eren. Cette conversation était d'ailleurs très différente dans le manga. Dans ce dernier, Eren se contentait d'expliquer qu'il était devenu un meurtrier pour ses proches. Armin le remerciait d'être devenu ce meurtrier pour eux. Il affirmait que c'est la pire décision qu'Eren a prise, mais qu'elle ne sera pas vaine. Dans ce dernier épisode, nous avons un dialogue tout à fait différent qui, d'après moi, marque vraiment le réalisme d'Isayama. Eren explique qu'il sait que les conflits reprendront. Il sait également que les représailles sur Paradis n'arriveront que dans plusieurs siècles,
ce qui signifie que ses amis pourront vivre en paix jusqu'à leur mort. Eren lui-même a conscience qu'il n'a pas trouvé la bonne solution. Le grand terrassement est une mesure radicale qui a littéralement fait de lui un meurtrier de masse. Eren l'avait dit, Ymir n'est ni une déesse ni une esclave, elle est juste quelqu'un de normal. Et concernant Eren, c'est la même chose. Ce n'est ni un dieu, ni un démon, c'est juste quelqu'un de normal qui a fait ce qu'il pensait pour sauver ses amis. Isayama dans son écriture détruit toute forme de manichéisme. Et Eren incarne vraiment cette idéologie. Pour certains, Eren est un héros, pour d'autres, c'est un démon. Et d'après lui, c'est simplement un idiot à qui on a donné un trop grand pouvoir. Il n'a pas réussi à sauver tous ses amis et il a simplement été un esclave de son destin. Honnêtement, c'est assez logique car durant toute la dernière partie du manga, la question était de trouver la bonne solution. Est-ce que la bonne solution est de laisser mourir tous les Eldiens? Est-ce que la solution était l'éradication douce? Est-ce que la solution est de tuer 80% de la population mondiale? Eh bien, à la fin du manga, personne n'a la réponse. Mais d'après Armin, cette vie mérite d'être vécue et il garde espoir qu'un jour, les hommes réussissent à se comprendre. Dans la vraie vie, personne n'a trouvé cette réponse également car les massacres existent toujours. Isayama rend son œuvre très réaliste et ouvre une réflexion de notre part. Les mains en sang d'Eren sont une belle métaphore car elles montrent qu'Eren a du sang sur les mains depuis son massacre. Et un autre ajout par rapport au manga, Armin partage le poids des péchés d'Eren. Armin affirme que c'est lui qui a partagé son rêve du monde extérieur à Eren. Par conséquent, il estime être tout aussi coupable que lui. L'image du sang sur les mains d'Armin est aussi très parlante. Armin explique qu'Eren regardait toujours au loin et qu'il n'a jamais apprécié les moments simples de la vie. C'est très tragique car c'est comme si Eren était mort à ce moment-là finalement. Les deux amis se promettent de se retrouver en enfer car le message d'Isayama est que même si vous ne tenez pas le couteau, vous pouvez être tout aussi responsable des massacres. Mais finalement, qu'est-ce qu'est Eren? Est-ce qu'Eren incarne le pouvoir des titans? Est-ce qu'Eren est libre à la fin du manga? C'est assez étrange qu'un arbre similaire à celui où se trouvait le pouvoir des titans ait poussé à l'endroit où il a été enterré. Avec ce dernier chapitre, nous disons adieu au personnage d'Eren Yeager. Nous comprenons enfin ses motivations. Eren est ce personnage qui, depuis le début de l'histoire, a souhaité la liberté pour tous ceux qui l'entourent. Dès la saison 1, après avoir libéré Mikasa, il poussait tous les membres du bataillon à se battre pour leur liberté. Eren a libéré Ymir, l'esclave par excellence, car depuis qu'il est né, il a cette envie irrépressible, ce besoin de pousser les autres à aller de l'avant. Finalement, Eren est érigé en tant que symbole de la liberté. Mais le prix à payer pour la liberté des autres, c'était la sienne. Eren, depuis qu'il a touché la main d'Historia, à ce moment-là, est prisonnier de son futur. Il explique qu'il est un esclave de la liberté. Par cet oxymore, on comprend bien toute la complexité du personnage d'Eren. Il explique à Armin qu'il a tenté à plusieurs reprises d'aller contre son destin, mais le futur est bel et bien immuable. À ce moment-là, Eren a une conversation avec son meilleur ami et il se montre vulnérable. Pendant longtemps, Eren a été ce personnage assez perdu qui ne savait pas vraiment où il allait. Il ne savait pas s'il devait compter sur sa propre force ou celle des autres. Eren a été perdu à plusieurs reprises et il a voulu mourir. Ce n'est pas la première fois qu'il a un comportement de la sorte. Il faut considérer Eren comme deux personnes en réalité. Il y a le Eren des 3 premières saisons qui ne savait rien de ce qu'il était et de ce qu'il allait faire, et il y a le Eren après avoir touché la main d'Historia qui suit le cours de son destin pour libérer ses amis du joug des titans. Ce Eren des premières saisons, après avoir touché la main d'Historia, va petit à petit comprendre que son futur est immuable. Il y a un vrai processus pour que ce Eren tende à devenir celui-là. Petit à petit, Eren se résigne à son destin. La scène avec Ramsey montre bien qu'Eren n'anéantit pas la quasi-totalité de la planète avec bonne conscience. Au début, c'était juste un enfant qui voulait voir la mer, les gars. À ce moment-là, Eren n'est plus celui qui a vu le futur, mais il est de retour à son âme des premières saisons. Il est vulnérable et il explique qu'il aurait voulu rester avec ses amis. Même s'il a tout fait pour que Mikasa puisse l'oublier, il raconte à Armin qu'en réalité, il aurait voulu qu'elle continue de penser à lui. Eren s'est aliéné et a complètement perdu son humanité en anéantissant la planète entière. Parlons un peu des derniers instants d'Eren. Mikasa se réveille dans une maison à la montagne aux côtés d'Eren. Attention, ce ne sont pas des souvenirs, car comme vous le savez, l'originel ne peut pas altérer les souvenirs des Ackerman. Eren a une discussion avec Mikasa en temps réel grâce au chemin. Les migraines de Mikasa étaient donc ce signal que ce moment fatidique arrivait. Les adieux entre Mikasa et Eren. Eren répond à la question que Mikasa se posait au chapitre 123. Si j'avais répondu autrement à ce moment-là, est-ce que tout aurait été différent? Eh bien la réponse est oui. Tout aurait été différent. Mikasa et Eren auraient pu vivre heureux pendant 4 années, mais le prix à payer pour ce bonheur aurait été la fin pour Paradis et leurs amis.
Eren. Grâce à cette simulation qu'Eren montre à Mikasa, cette dernière réalise qu'elle n'aurait pas souhaité sacrifier Armin et les autres pour son bonheur personnel. Elle comprend que ce futur était inévitable, c'est pour ça qu'elle se demande si elle a le droit d'être ici. Eren et Mikasa se disent adieu avant que Mikasa fasse son choix final. Et lors de ces adieux, Eren demande à Mikasa de se débarrasser de cette écharpe. Pour Eren, cette écharpe est ce qui emprisonne Mikasa. Mais comme je vous l'avais dit, cette écharpe incarne en réalité la liberté de Mikasa. Elle la rend libre. Par ces derniers mots d'Eren à son égard, je pense qu'on peut comprendre le comportement qu'a eu Eren envers Mikasa depuis le début du manga. Eren a eu le titan originel. La temporalité, pour lui, est difficile à définir. Il a pu se faire influencer sans s'en rendre compte tout au long du manga. Eren annonçait la fin du manga dès la saison 3. Dès lors, je pense que si Eren repoussait Mikasa tout au long du manga, c'est parce qu'inconsciemment, il savait qu'il fallait qu'elle l'oublie. L'originel détruit toute notion de passé, de présent et de futur. Tout ce qu'Eren voulait, c'est qu'à sa mort, Mikasa l'oublie et qu'elle passe à autre chose. C'est pour cette raison qu'il lui a dit qu'il la détestait à ce moment-là, et c'est pour cette raison qu'il lui demande de retirer son écharpe. Mais Mikasa remet son écharpe en affirmant qu'elle ne souhaite pas oublier Eren. Pour elle, c'est impossible de l'oublier parce qu'Eren est justement celui qui lui a montré comment vivre sa vie. Cette discussion dans le chemin est alors à la jonction entre le rêve et la réalité. Mikasa s'élance parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire désormais. Elle n'a plus de regrets parce qu'elle comprend enfin qu'elle est la seule qui puisse libérer Eren. Libérer Eren, qui est celui qui a sacrifié sa liberté pour celle des autres. Elle veut le libérer de son destin qui pèse sur ses épaules depuis l'instant même de sa naissance. Parce qu'elle sait que de manière très tragique, Eren Yeager, celui qui incarne la liberté dans l'attaque des titans, n'a pu être libéré qu'au moment de sa mort.どうしたよアルミ。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。外の世界の本だって。何にも変わってねえなお前は。エレン、そんなことないよ。